Bon, alors bonjour à tous, merci d'être venus pour cette présentation. Je m'appelle Améliane Jouve, je suis artiste plasticienne. Je travaille principalement la sculpture, l'installation et l'édition. J'ai fait ma scolarité, mon cursus artistique aux Beaux-Arts d'Angers, où j'ai été diplômée de mon DNSEP en 2019, donc ce qui est assez récent finalement. Et alors, depuis ma sortie des Beaux-Arts, donc ça fait 2 ans, je me suis concentrée sur des appels à candidature, à postuler pour des appels à candidature pour des résidences. Et j'ai été notamment lauréate d'une résidence et d'une exposition au Centre de conservation et de restauration du patrimoine corse à Calvi. Et donc voilà, donc c'est un gros projet d'exposition qui mène plusieurs pièces. Et en fait, ma présence en résidence ici à Limoges, c'est pour créer une pièce en faïence qui fera partie d'une installation de l'exposition à Calvi. Avant de parler un peu plus de ce projet en particulier, je vais revenir sur mon travail et mes réalisations antérieures à cette résidence. Et vous expliquer aussi toute la démarche et vous raconter comment j'en suis arrivée à concevoir les pièces que je vais vous présenter. Voilà, donc de manière générale sur ma pratique, mon processus créatif se base généralement sur une recherche théorique, une écriture d'un texte ou une référence littéraire. C'est pas systématique, mais quand même assez fréquemment. Et ensuite, une fois que j'ai envie d'exprimer quelque chose via cette recherche-là, ça va m'amener à questionner des matériaux et des techniques. Donc j'accorde une grande importance au sens de l'utilisation des matériaux et des techniques. Et la troisième grande partie de mon processus artistique, c'est la mise en espace de mes pièces, sachant qu'en fait, en général, je prends la présence du visiteur dans une exposition comme un élément à part entière dans la manière dont je pense mes créations. Et j'aime bien lui donner à la fois une possibilité d'interagir, ce qui lui donne donc un pouvoir dans l'exposition, mais aussi une responsabilité. Et voilà, c'est une des problématiques qui est assez fréquente dans mes travaux et dans la manière dont je conçois mes pièces. Après, pour ce qui est de ma recherche générale, c'est toujours difficile d'essayer de réduire à un terme ou à une recherche parce que c'est toujours très vaste. Mais je m'intéresse à cette question de comment habite-t-on le monde, mais dans la définition qu'en fait Henri Lefebvre, qui est un sociologue, il disait habiter, c'est être présent au monde et aux autres, et c'est cette présence-là qui m'intéresse et toutes les positions et les postures que ça implique. Donc je m'intéresse à la relation qu'on crée avec des lieux, des paysages et leur représentation, mais aussi aux limites, à l'interdiction et à l'obéissance ou à la désobéissance, et puis aussi toute la relation qu'on peut créer avec un autre, sa différence, la manière dont on le considère, qu'on le désigne, qu'on le nomme. Voilà, tout ça, ça fait partie de mes recherches et de ce qui m'intéresse à chercher et creuser. Après, ma démarche a vraiment commencé avec un intérêt pour l'architecture. En fait, quand j'étais aux Beaux-Arts, j'ai découvert les théories critiques de l'architecture et ça m'a assez rapidement intéressée d'imaginer qu'en fait la manière dont on construit un espace va influencer nos manières d'habiter et aussi de penser cet espace. Et donc voilà, j'ai été très inspirée par les architectes radicaux des années 70 ou même les déambulations de l'internat situationniste par exemple. Et donc cette question pour l'architecture m'a amené à questionner l'urbanisme, les plans urbains, et ça a découlé d'une rencontre avec la cartographie, et qui a été un point assez central dans mon travail, un tournant déterminant dans mes recherches, et toutes les pièces qui ont suivi après, parce que la cartographie m'a amené à questionner la frontière, et donc cette frontière m'a amené à questionner la limite. Enfin voilà, c'est un peu, je vous refais l'étape boule de neige de comment j'en suis arrivée à réfléchir et à créer toutes ces pièces. Donc la première création que je vais vous présenter a été faite dans le cadre d'une résidence dans un centre d'art qui s'appelle Moulinsart à Fillet-sur-Sarthe, et qui avait la particularité, cette résidence, d'être en partenariat avec le musée de la faïence et de la céramique de Malicorne. Et donc la problématique, c'était de travailler à base de terre. Et alors, Et moi, ce qui m'intéressait donc c'est une installation qui s'appelle Sauf Riverain, qui était exposée dans une exposition collective qui s'appelait Des Passages.
Et en fait, moi, ce qui m'intéressait dans le travail de la terre, c'était de travailler la terre brute et d'essayer de revenir à cette idée du sol, de comment on habite le sol, comment on construit un espace, un chez-soi. Et en fait, cette installation est aussi née d'une expérience, d'un vécu, d'une relation d'habiter qui s'ancrait donc dans un terrain qui s'appelait La Lande, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs. Et en fait, quand j'avais 17-18 ans à peu près, pour me prendre mon indépendance du foyer familial, je me suis installée sur un terrain qui était assez loin, et puis au fur et à mesure s'est construit une maison très précaire avec un toit en tôle et 2-3 trucs, mais ça a été une expérience assez importante dans toutes les questions de comment s'approprier un espace, comment on s'approprie un terrain, qu'est-ce que c'est que la propriété chez soi, quelle relation on va créer avec un environnement, et qu'est-ce que c'est que le confort, enfin voilà. En fait, ça a été le terreau de beaucoup de questionnements. Et en fait, l'histoire et l'anecdote, c'est que j'avais cette petite maison avec 3 murs, une caravane derrière, quelque chose de très, très sommaire. Et je suis partie en voyage à l'étranger pendant quelques mois. Et quand je suis revenue, ma maison avait perdu un mur. Il avait disparu, donc il n'était même pas tombé, et un mur avait totalement disparu. C'était un mur en pierre avec une cheminée et tout ça, et plus rien. Il y avait un trou. Et donc du coup, je me suis retrouvée, et donc c'est une histoire assez marrante, je me suis retrouvée avec une maison à 2 murs, totalement absurde. Mais finalement, bon, au lieu de me poser la question de qu'est-ce qu'était devenu ce mur, je me suis dit, bon, bah, ça fait plus de place, pourquoi pas. Et donc, en fait, de cette histoire de la maison à 2 murs est venue cette idée que finalement, pour habiter un espace, on a besoin peut-être que d'un sol, d'un toit et d'un espace entre 2 murs. Et donc, dans cette idée de revenir à l'essentiel, à l'essence même de cette relation d'habiter et de cette présence dans un espace, j'ai voulu travailler la figure de l'habitat et donc de l'architecture. Et donc, en fait, la terre m'a servi à créer des briques, des tuiles et des carreaux de carrelage, donc le sol, les murs et le toit. Et évidemment, ce qui m'intéressait, c'était de travailler vraiment la terre dans son brut. Donc, je suis allée acheter une tonne de terre de carrière, que je suis ensuite, il y a eu tout le processus de prendre cette terre extraite directement du sol, la trier, en faire un matériau de sculpture et ensuite faire tous ces éléments. Donc, j'ai fait beaucoup de briques, de tuiles et de carreaux de carrelage. Et en fait, chacun de ces éléments avait une singularité. Donc, en fait, j'ai écrit un texte qui s'appelle « La maison à 2 murs » qui parle de questionnements sur l'habiter, de cette histoire-là dont je vous ai parlé, de ce lieu, donc de la Lande, et de qu'est-ce que c'est que rester, qu'est-ce que c'est de partir, qu'est-ce que c'est que de créer, comment les lieux nous habitent même quand on les a quittés. Enfin voilà, il y a toutes des questionnements à la fois généraux et puis un témoignage aussi de mes expériences d'habitat. Donc ce texte-là est fragmenté et chaque brique a un morceau, un fragment de ce texte-là. Sur chaque carreau de carrelage sont gravés des plans urbains et sont tamponnés sur la tranche les 3 mots qui relatent de la propriété du sol, donc usus, fructus, abusus, c'est les 3 piliers de la propriété. Et vu que ce carreau de carrelage est aussi cette idée du sol et de la propriété, bon voilà. Et chaque tuile est émaillée d'une nuance de bleu. Et donc en fait, ce qui m'intéressait, c'était que chaque élément était à la fois standard et avait une sorte de singularité. Et au lieu de les assembler tous pour créer une maison, j'ai voulu travailler cette idée de la maison en faisant des petites unités symboliques. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce sont juste un carreau, un espace entre 2 murs et puis une tuile dessus. Et alors, évidemment, ce qui est un peu absurde, c'est que je vous dis que chaque élément est unique, mais installé comme ça, on ne voit pas, on ne peut pas lire le texte, on ne peut pas voir ce qui est gravé dessus. Et ça, c'est venu d'un parti pris. Quand je suis arrivée dans cette résidence, la médiatrice m'avait dit « c'est une installation qui sera en extérieur, dans un parc public, donc il faut que tu fasses attention dans ton installation à faire en sorte de la protéger du vandalisme, de la cimenter, de trouver une manière de... » Et moi, ce qui m'intéressait justement, c'était de mettre ça à disposition, parce que je parlais de précarité, je parlais de relations avec l'espace, donc ça n'avait pas de sens de mettre à distance les personnes qui venaient la voir. Et donc en fait, c'est pour ça qu'il s'est juste posé comme ça, de manière assez absurde. Alors voilà, c'est une vue un peu plus globale, avec un extrait donc, du texte dont je vous ai parlé. Avec voilà, donc les textes écrits sur les briques et les tuiles et les carreaux de carrelage. Et en fait, l'intérêt, c'était que à partir du moment où les gens allaient interagir ou allaient détruire plus ou moins l'installation, au lieu d'altérer son intégrité, ils allaient plutôt mettre à jour et découvrir ce qu'il y avait dedans. Donc il y avait cette idée que
pour avoir accès aux secrets qui se passent dans les maisons, il faut franchir un seuil d'une certaine manière et il faut aller au-delà. Donc je ne sais pas si c'est à peu près clair ce dont je veux en dire. Donc voilà, et puis après il y avait aussi cette idée que si toutes les tuiles, si tout était rassemblé, il y avait une histoire commune, mais que c'était aussi fragmenté dans une pluralité d'histoires dans chacune des petites maisons. Voilà, donc c'est ce rapport à la terre brute, je l'ai aussi travaillé dans plusieurs autres installations. Et donc là, le projet que je vais vous présenter après, il prolonge un peu la question de la propriété du sol, de comment on s'intègre dans un territoire et quelles en sont les limites. C'est une pièce que j'avais créée in situ, donc qui s'appelle « Des cartes improbables que tout le monde piétine ». C'est un texte issu d'un poème. Et donc en fait, cette installation, c'est sur la notion de territoire, et donc du coup du territoire sur lequel moi-même j'étais ancrée donc à cette époque, donc le territoire où j'ai grandi, et donc je suis allée récupérer de la terre dans ce lieu, et j'ai fait une installation in situ où j'ai recouvert le sol de terre, et je suis venue découper dessus le plan du cadastre du lieu où j'avais récupéré la terre. Donc le plan du cadastre, moi ce qui m'intéressait, c'était comment il découpait une surface en faisant des limites administratives qui allaient définir la propriété d'un tel, la propriété d'un tel. Donc c'est vraiment cette découpe du territoire qui a une influence réelle dans notre manière d'appréhender l'espace, d'un point de vue légitimité ou de comment je suis chez moi ici, et à partir du moment où je passe cette rue, je suis déjà considéré comme étranger. Donc ce qui m'intéressait, c'était de mettre ce plan-là, mais dans une situation où on va le parcourir, on va le vivre, en tout cas comme on parcourrait un territoire. Et le fait qu'on vienne marcher dessus, ça va recasser des nouvelles, ça va refaire des nouvelles fractures, recréer des nouvelles limites. Et l'idée, c'était qu'au fur et à mesure du passage et au fur et à mesure de cette marche dans un espace, on aille user le sol pour que ça redevienne une sorte de terre battue. Donc il y avait cette volonté d'un retour à une appréhension un peu plus fluide d'un environnement, et pour s'éloigner de cette carte qui va tout légiférer, poser. Alors, bon, évidemment, quand je disais que la carte a été assez importante, c'est parce que ce qui m'intéressait, c'était justement que c'est un objet qui va représenter un espace pour qu'on puisse l'appréhender dans sa globalité, mais c'est aussi un objet qui a un réel pouvoir dans l'espace qu'on vit, et donc a une incidence. Alors donc évidemment là pour les limites administratives de la propriété, mais évidemment au fur et à mesure ça m'a posé la question de la frontière qui n'est pas toujours visible dans un espace, mais qui est sur une carte, et que cette carte-là, d'une certaine manière, crée une limite bien réelle. Et en fait, ces questionnements sur les cartes et sur les frontières m'a poussé à vouloir partir faire ce que mon école proposait, une mobilité internationale en 4e année pour pouvoir aller dans un pays étranger. Et donc moi, mon intérêt, c'était de faire en sorte que cette expérience nourrisse mes questionnements naissants sur la frontière. Et donc j'ai souhaité aller en Israël ou en Palestine. Et donc vu que cet partenariat n'existait pas, j'ai trouvé une école là-bas, je l'ai convaincue de créer un partenariat. Et donc grâce à ça, j'ai pu partir 6 mois là-bas. C'est une expérience qui a considérablement nourri tout mon travail de recherche, et notamment l'écriture de mon mémoire de DNSEP. Donc mon mémoire a porté essentiellement sur la question de frontières, mais alors je suis partie de l'idée de la frontière territoriale, géopolitique et tout ça, pour au fur et à mesure m'en détacher et l'imaginer avant tout comme un espace de dialogue, et en tout cas un espace un espace de relation avec l'ailleurs, avec l'étranger, avec les autres. Et donc ça m'a amené à creuser tout un tas de problématiques sur évidemment la question du territoire réel, mais aussi d'un rapport à l'autre, à ce qu'on définit comme le barbare, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard.
Et avec toutes les questions de la cohabitation, de qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir, une autorité. Donc voilà, voilà pour mon mémoire, donc qui était où je vais parler de pas mal de choses. Notamment, une des dimensions qui m'intéressait aussi, c'était comment poser une limite, mais aussi le fait de la braver, de la dépasser, d'aller vers. Et donc, je me suis beaucoup intéressée aussi à la marche comme un moyen de rencontrer que ce soit un territoire, un paysage ou des gens. Et donc, quand je suis partie en Israël, j'ai décidé d'aller découvrir ce territoire par la marche aussi. Donc, j'ai traversé une partie du pays à pied pendant plusieurs semaines, et notamment dans le désert, donc où je traversais une partie du désert, qui a été une expérience aussi très intéressante et très importante sur justement le rapport qu'on a à un paysage quand il y a rien, quasiment. Et donc, de cette traversée du désert, ça a donné cette installation. Parce qu'une des choses qui m'avait vraiment impressionnée dans cette traversée, c'était le paradoxe qu'il y avait entre ce paysage qui est fait de pierre, de terre, quelque chose d'assez qu'on imagine comme massif, et qui en fait est l'unique produit de l'érosion. Donc il y a cette espèce de fragilité qui se dégage d'un paysage qui est en train de bouger, en train de s'éroder, en train de disparaître, et le fait de marcher dedans, d'une certaine manière, on participe à cette érosion et à cette disparition, à cette fragilité. Et donc je voulais vraiment retranscrire cette fragilité et cette précarité du paysage dans une pièce. Et donc en fait, j'ai utilisé les images, les photos que j'avais prises là-bas. Je les ai imprimées avec un procédé de sérigraphie, avec la terre que j'avais ramenée des lieux qui avaient été photographiés. Donc il y a toujours cette importance de la matière et du lieu duquel on extrait cette matière. Et donc il y avait évidemment les couleurs du lieu réel. Et ces images donc étaient imprimées avec de la terre, et ce qui faisait que, vu que c'était pas fixé, extrêmement friable. Donc dès qu'on allait le toucher, ça allait disparaître. Mais vu que je voulais qu'il y ait un réel enjeu de disparition dans ces objets, ça m'a amené à les faire comme des cartes postales. Au lieu de faire, au début je faisais des grands tirages, mais l'image avait beau être fragile, elle restait fixée. Donc j'en ai fait des cartes postales, donc une série, il y avait 12 cartes postales différentes. Et ce qui m'intéressait dans la carte postale, c'était déjà que ça raconte quelque chose sur le souvenir qu'on a d'un lieu. C'est un objet qu'on va envoyer pour dire j'étais là, mais au moment où ça arrive, l'expérience est déjà dans le passé. Il y a quelque chose de inévitablement obsolète dans cet objet. Et le fait aussi que ce soit un objet qu'on envoie, entre le moment où je l'envoie et le moment où ça va arriver, l'image du désert et du souvenir que j'en ai, comme je l'ai conscientisé, va s'effacer et va s'éroder dans l'espace et dans le temps qu'il va parcourir. Et donc voilà, c'était un peu l'idée de mettre en danger, mettre en péril un objet que je propose. Et donc il s'était présenté sur des petits portants en acier comme des vraies cartes postales. Et l'idée, c'était que les visiteurs de l'exposition pouvaient venir prendre les cartes et puis les envoyer, ou que ce soit des objets actifs et des objets qui racontent quelque chose dans leur potentialité même de disparaître. Et après, voilà, il y a la question de est-ce que cet objet, on le prend, on le garde, on l'encadre, est-ce qu'on l'envoie vraiment, et ça, du coup, c'est là un choix que doit faire le visiteur qui vient. Et donc ça, c'était une installation que j'ai prolongée par une édition. Ça, c'est quelque chose que je suis peut-être pas souvent amenée à faire, mais vu que je fais des installations, j'essaye de leur donner une autre forme après, une fois qu'elles sont plus installées. Et donc là, ça a pris la forme d'une sorte d'enveloppe avec une série de cartes postales que je pouvais envoyer, destinées aussi à d'autres personnes. Voilà. Et donc, cette installation, donc ça c'était une pièce de diplôme que j'ai présentée à mon diplôme. Et donc là, on voit toutes les 12 ensembles de cartes postales. Alors c'était mis en lien et en relation avec une autre installation qui est au sol, que vous pouvez voir, qui en fait est une ligne avec écrit en sel « Do not cross », qui reprend en fait
l'idée de la ligne curatoriale. Je m'intéresse aussi assez souvent aux règles et enfin, à la réglementation d'un espace d'exposition, avec les lignes, les ne pas toucher. C'est aussi un espace qui est régi par un règlement. Et, oui. Est-ce que c'est voulu que ce soit du sel? Pourquoi c'est du sel et pas autre chose? Eh ben, justement, je vais en venir, je vais vous expliquer pourquoi le sel en particulier. Donc en fait, le sel, c'est un matériau que j'ai rencontré à plusieurs reprises dans mes recherches de mémoire. En fait, quand je cherchais l'origine des premières frontières, j'en suis arrivée enfin, cette conclusion, je ne sais pas, mais en tout cas, les premiers hommes dès l'âge de bronze se déplaçaient pour avoir du sel. Et donc, en fait, parce que c'était un matériau qui était une denrée plus que nécessaire à la survie donc des humains ou même de... Et donc, le sel a poussé les hommes à se déplacer, puis à créer des routes de transhumance. Ces routes de transhumance ont dû ensuite être protégées. Et en fait, au fur et à mesure, elles ont profilé les premières notions de frontières, même si c'était pas clairement comme ça, défini comme ça à l'époque, mais en tout cas, c'est la volonté de protéger une ressource et un chemin qui mène à cette ressource-là qu'on a commencé à fortifier des espaces et à essayer de protéger des lieux. Donc déjà, le sel était enfin, je l'ai défini comme un des premiers pas vers la frontière, mais surtout, en fait, ce qui m'a intéressé, c'était donc, quand j'ai fait mes recherches de mémoire, j'ai notamment étudié et analysé une action politique qui est menée par Gandhi en 1930 en Inde, qui s'appelle donc la marche du sel. Donc à cette époque, l'Inde est sous mandat britannique et qui impose un ensemble de monopoles, et notamment sur le sel. Et donc dans la politique de Gandhi, un des fondements, c'était de dire au peuple indien de reprendre en main leurs ressources naturelles. Donc en fait, la marche du sel qu'il fait en 1930, qui est une de ses premières actions, on va dire un de ses premiers actes politiques qui a vraiment eu une réelle incidence, il a parcouru une partie de l'Inde à pied pendant plusieurs semaines, et sur le passage, il parlait à des gens. Enfin, le peuple indien commençait à le suivre au fur et à mesure, et jusqu'à ce qu'il arrive donc à la mer. Et en fait, il a récolté du sel, et par ce geste purement symbolique, il a invité tout le peuple indien à faire de même et à braver le monopole qu'il estimait non légitime par l'État britannique. Et donc en Inde, tout le monde s'est mis à récolter du sel et en fait à braver donc à transgresser l'interdit de cet État. Et donc la deuxième chose que Gandhi a dit, c'était si jamais vous vous faites arrêter, non-violence, ne résistez pas. Et donc évidemment les policiers arrêtent des centaines et des milliers d'Indiens qui récoltent du sel. Les prisons sont bondées, et au bout de quelques temps, ils ont dû relâcher les personnes, et ils ont gagné cette bataille entre guillemets non violente. Et en fait, donc ce sel, enfin le fait de priver un peuple du sel pousse à transgresser une limite, à transgresser un interdit. Et en fait, il se trouve qu'il y a eu une révolte assez similaire en France en 1553, donc la révolte contre la gabelle, où c'était le même principe en fait. Le roi imposait un impôt, il y a un impôt qui s'appelait la gabelle sur le sel, et qui a poussé à un certain moment un peuple à désobéir et à se révolter, et à dire non, on refuse qu'on nous prélève cette ressource-là. Et donc la révolte contre la gabelle, pour le coup, a été matée d'une répression assez terrible. Et à l'issue de ce fait historique, Étienne de la Boétie, donc un auteur de l'époque, écrit le texte « Discours sur la servitude volontaire », qui est un des premiers textes à théoriser l'aliénation d'un peuple et le rapport qu'on a avec un pouvoir, une tyrannie, et le fait qu'on obéisse à ce tyran, ou en tout cas à ce système tyrannique, fait qu'on se tyrannise nous-mêmes. Et donc ensuite, cette idée de la servitude volontaire a ensuite donné les théories politiques de la désobéissance civile qui, des centaines d'années après, sont réutilisées par Gandhi. Donc en fait, les liens que je faisais justement avec le rapport au sel, à la transgression
et qui en fait se répercute d'un siècle à l'autre avec cette question de l'obéissance, de la désobéissance, de pourquoi on accepte une limite, qu'est-ce qui à un moment va nous pousser à la franchir, à la transgresser. Et donc c'est pour ça que pour moi le sel avait cette sorte de valeur symbolique dans la question de la frontière, entre cette ressource qui a préfiguré les débuts des premières frontières parce qu'on avait besoin de protéger quelque chose, et à contrario, cette matière qui, quand on en est privé, va pousser en fait à une sorte de révolte et à transgresser quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser le sel, et c'est ce sel-là qui a donné l'envie et l'idée de cette installation, qui s'appelle d'ailleurs Affranchissement, avec cette idée de franchir. Et en fait, ça reprenait la manière dont c'était installé, donc ça reprenait les lignes et la limite curatoriale, qui, de manière assez paradoxale, parce que ça nous empêchait d'approcher des cartes postales qui étaient faites pour être récupérées. Donc, si on voulait pouvoir avoir accès aux cartes postales qui étaient faites pour être prises, on était obligé on était invité en tout cas à passer cette ligne de sel. Et une fois qu'on avait passé ou qu'on marchait dessus sans même le faire exprès, le sel, donc l'interdiction, cette injonction autoritaire de ne pas passer, se dissipait, et en fait, au fur et à mesure, le sel se répand, ça ouvrait des passages, et en fait, ça gardait la marque que quelqu'un avait transgressé. Il y avait des traces de pas dessus, et c'était à la fois la preuve que ça gardait dans la matière même la preuve de la transgression et de ce passage-là. Mais de manière générale, dans les installations que j'avais présentées à mon DNSEP, il y avait tout le temps cette tension entre passer, pas passer, qu'est-ce que c'est que de garder une distance, d'être une proximité, de jouer en fait sur cette tension-là de l'envie de transgresser quelque chose, et d'un côté une règle établie qui fait que je ne me sens pas légitime, et c'est de poser un peu toutes ces questions-là aux visiteurs, ou en tout cas à la personne qui va recevoir la proposition artistique, c'est de le mettre dans cette situation un peu inconfortable qui m'intéresse. Et d'ailleurs, la prochaine pièce que je vais vous présenter est aussi un peu sur ce genre de problématique. C'est une installation qui s'appelle Tous des barbares. Alors, je vais boire un coup parce que ça va être un peu long à expliquer aussi, et qui, pour le coup, est vraiment issue d'une réflexion sur le mur de séparation israélo-palestinien, qui a forcément été à un moment un questionnement assez central dans mes recherches de mémoire, et qui, au fur et à mesure, m'a amené à ne pas le considérer comme une frontière, parce que le principe d'une frontière, c'est sur la base d'un accord entre deux États qui vont créer une sorte d'accord administratif diplomatique en disant bon bah ici c'est chez toi, ici c'est chez moi, on met une frontière avec des règles et tout ça. Le mur entre Israël et la Cisjordanie n'est pas une frontière parce qu'elle n'est pas un accord, c'est une construction autoritaire pour mettre à distance l'autre, pour mettre à distance celui qu'on ne veut pas voir, celui qu'on ne veut pas reconnaître. Et donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus radical, et voilà, c'est cette volonté d'imposer un pouvoir par la contrainte du déplacement. Donc évidemment, ce qui m'intéresse, en fait, quand j'étais là-bas, j'ai eu une discussion avec une étudiante juive qui m'avait dit cette phrase et qui m'a assez marquée, qui m'avait dit mais de toute manière tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas juive, mais nous, si on passe de l'autre côté, on se fait égorger. Alors j'étais peut-être un petit peu radicale, mais et en fait, ce que ça, elle m'avait dit, ce sont tous des barbares. On se fait forcément égorger si on passe de l'autre côté. Alors ça m'avait posé pas mal de questions et j'avais trouvé ça assez intéressant dans cette idée que ce sont tous des barbares. Ce sont tous des barbares, c'est-à-dire que le fait de les nommer comme tels autorise le mur. Et pour moi, il y avait cette idée que le mur se profile d'abord dans le langage et dans la manière dont on va nommer et définir l'autre duquel on veut se séparer. Alors le terme barbare a également été une part assez importante de mes recherches de mémoire, notamment. Ce qui est intéressant, c'est que le terme barbare est issu de la Grèce antique, qui
À la base, c'est issu de l'onomatopée ba, qui était une manière de se moquer des étrangers, de ceux qui ne parlaient pas la langue. Donc la première notion de barbare, c'est pas celui qui est loin de chez moi ou qui est hors d'une limite territoriale, c'est celui qui ne comprend pas mon système linguistique, c'est celui que je ne comprends pas et qui ne maîtrise pas ma langue. Donc déjà, il y a un rapport à l'autre qui est assez différent. Et le fait de nommer l'autre barbare, c'est déjà lui accorder un certain statut, et comme Tristan Todorov disait dans La peur des barbares, qui est un ouvrage très, très bien, que définir l'autre comme un barbare, c'est ne pas lui reconnaître sa pleine humanité. Et à partir du moment où l'autre n'est pas pleinement humain et pleinement mon égal, je peux me permettre certaines choses que je ne me permettrais pas sur d'autres. Enfin, donc, en fait, ce sont des systèmes linguistiques qui vont construire l'idée du mur. Et en fait, c'est ça qui m'intéressait dans ce projet-là. C'est né de l'écriture d'un texte qui essayait de réfléchir à qu'est-ce que c'est que le mur, mais avant même sa construction. Et si le mur était, avant même d'être de pierre et de béton, c'était pas dans les mots qu'on allait utiliser, dans la manière dont on allait penser la présence d'un autre, que ça allait construire les premières, le désir de cette séparation. Et paradoxalement, le dialogue, ou en tout cas les mots, sont aussi l'antidote, le seul antidote possible de ce genre de séparation. Donc en fait, ça m'a amené à travailler à partir de journaux. Donc j'ai pris des journaux, que j'en ai fait du papier, et que ce papier-là, en fait, une fois assemblé, reprenait la structure du mur. Mais alors, ce qui m'intéressait, c'était justement de ne pas faire un mur à l'échelle, mais de travailler l'idée du mur avec une sorte d'échelle réduite qui, en fait, est presque l'échelle d'un livre. C'est-à-dire qu'une fois replié, c'est un livre, une édition avec le texte, parce que alors, sur la photo, on voit peut-être pas bien, mais donc ce grand mur de papier est découpé avec le texte dont je vous parlais, avec cette idée de qu'est-ce que c'est que le mur, et si le mur est avant même d'être de béton et dans les mots. Donc ce texte-là est découpé sur le mur, est découpé dans le papier, et crée cette séparation. Donc une fois replié, c'est un livre, et une fois déplié, ça devient quelque chose, une structure qui encombre et qui interdit le passage. Et alors cette ambivalence entre le livre et le mur est aussi issue d'un texte de Borges qui s'appelle Le livre et la muraille, qui est un texte très, très intéressant sur un fait historique en Chine de l'empereur qui a créé la grande muraille de Chine et qui en parallèle a brûlé tous les livres et a fait une sorte de table rase de l'histoire de la culture. Enfin voilà, et ça reprenait aussi cette idée qu'une identité collective se crée par une frontière ou par une délimitation territoriale et par des phénomènes culturels. Enfin, donc voilà, donc ce texte-là a créé aussi pas mal de liens avec cette mise en perspective du livre et de la muraille, et avec voilà cette grande phrase découpée à l'intérieur. Puis le fait de découper le texte aussi, ça m'intéressait pour une autre raison, c'est que, et ça revient un peu à ce que je racontais sur le barbare tout à l'heure, c'est-à-dire que d'un côté de cette paroi, je peux lire le texte, donc je suis dans le côté du langage, et de l'autre côté, je ne peux pas lire le texte, et je suis hermétique à ce langage, et donc je suis le barbare de celui d'en face. Et donc, d'un côté, on pouvait lire le texte qui déconstruit l'idée du mur, et de l'autre côté, le seul truc qu'on pouvait lire, c'était le titre qui était découpé donc, du coup, dans l'autre sens, qui était Tous des barbares. Et donc, d'un côté, on a une réflexion sur le mur et sa construction, et de l'autre, on a une sorte de raccourci. Ce sont tous des barbares, on ne va pas chercher plus loin. Et donc, si ce sont tous des barbares, il faut les cloîtrer, il faut les mettre loin, et il faut les considérer comme tels. Voilà, après, pour ce projet, ça m'a également donné la possibilité de le développer dans une édition. Donc, une édition qui s'appelle L'ombre et le miroir, qui est aussi un extrait du texte de Borges dont je vous parlais, sur la muraille et le livre. Donc voilà, j'ai l'impression de passer un peu vite, mais d'un côté, je vous assomme avec beaucoup d'informations.
Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire? Je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Oui. Alors oui, du coup j'avais une question par rapport à votre toute première édition que vous avez présentée pour votre diplôme, Oui. où il y avait simplement une espèce de ligne verte qui passait. Ah oui. Est-ce que c'était du coup une référence ou un hommage à la ligne verte de Francis Alice? Alors oui, tu te très juste. Yes. Alors je vais revenir dessus. Alors en fait, oui, c'était l'édition de mon mémoire. Et effectivement, en fait, alors on le voit pas vraiment ici, enfin si sur celle-ci. En fait, toutes les pages de mon mémoire étaient cousues en bas. En fait, la ligne avec les annotations était cousue d'une ligne verte, ce qui permettait qu'entre chaque page il y avait une annexe à sortir. Bon, c'était tout un poème cette édition. Et donc il y avait une ligne verte qui parcourait tout le livre. Et donc sur la couverture, cette espèce de tracé vert qui reprend en fait le tracé de la ligne verte entre Israël et Palestine, qui est une ligne qui a été conçue par l'ONU en 1948 au plan de partage de l'indépendance de l'Israël. Effectivement, la question de cette ligne, qui était d'une certaine manière une future frontière, la promesse d'une frontière, a été quand même assez importante dans ma recherche. Et il se trouve que la performance de Francis Alice dont tu parles, The Green Line, qu'il avait fait en 2004, il me semble, à Jérusalem, a été une de mes références de mémoire. Et je mettais en parallèle dans mon mémoire cette performance. Donc, pour ceux qui ne voient pas, c'est une performance donc, de Francis Alice qui va reparcourir cette ligne verte, donc était une... En fait, quand il y a eu la décision des Nations Unies de partager le territoire donc, palestinien donc, de l'époque en deux États, donc il y avait l'idée d'un État israélien et d'un État palestinien, il y a eu cette ligne verte qui devait être la séparation entre les deux. Alors cette ligne verte n'a jamais eu vraiment sens de frontière, parce que ça a beaucoup bougé, et en fait aujourd'hui, c'est pas vraiment une frontière, mais c'est presque le spectre d'une frontière qu'aurait dû voir le jour, et vu qu'il n'y a jamais eu d'accord, il n'y a jamais eu de reconnaissance réciproque, il n'y a jamais eu cette frontière-là. Et donc je mettais en parallèle cette performance de Francis Alice avec la marche du sel de Gandhi dont on parlait, avec cette idée de comment traverser un espace, comment ça pouvait provoquer à la fois une dimension poétique et une idée politique de ce qu'il... de ce qu'il évoque. Et donc dans cette performance notamment, il parcourait cette ligne verte avec un pot de peinture percé vert, et donc il recréait cette ligne et qu'il la remettait dans les esprits et qu'il la refaisait ressurgir dans un quotidien où on a oublié totalement cette possibilité d'une frontière et d'un accord de paix finalement. Donc voilà pour la ligne verte, je ne sais pas si c'était très clair, mais... Non, c'était très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, même sur... Oui. Moi, c'était pour Sauf Riverain. Ouais. Alors, je trouvais que les installations ressemblaient presque à des petites tombes. Ouais. Un peu. Et je voulais savoir si, du coup, il y avait un lien un peu paradoxal entre la maison et la tombe, et du coup, le lieu de vie et la mort, ou si c'est juste moi qui... Non, mais c'est très juste. Et alors, c'est pas comme ça que je l'avais pensé au moment où je l'ai fait. Mais évidemment, c'est venu une fois installé. Je me suis dit, oui, quand même, on dirait quand même vachement des tombes. Moi, l'idée à la base, c'était de créer une sorte de zone résidentielle avec cette espèce d'accumulation normative d'un motif presque. Mais effectivement, ça ressemble à des tombes, et je pense que la question de comment on habite la Terre, comment on construit un habitat, est forcément un jour ou l'autre liée à cette question de quel sera notre dernier lieu, qu'est-ce qui nous rattache à la Terre et où est-ce qu'on finira dans la Terre au bout d'un moment, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais en tout cas c'est très juste comme remarque. Moi, c'était à propos du travail en fait sur la ligne de celle qui disait Do not cross. Ouais. Et en fait, moi, c'est plus une remarque qu'une question au final, mais moi, ça m'a évoqué en fait les lignes de sel qu'on utilise dans certaines pratiques spirituelles en fait pour créer une frontière entre les esprits et les vivants. Je ne sais pas si c'est volontaire ou... Non, mais tout à fait, parce qu'en fait, cette ligne de sel aussi, elle parle également de
quelle effectivité réelle a une limite, si ce n'est par la croyance qu'on lui apporte. Et c'est-à-dire qu'en général, une interdiction, on ne la brave pas, mais même s'il n'y a pas un mur qui nous empêche de passer, c'est juste parce qu'on croit en l'effectivité de cette interdiction, et donc il y a un rapport très fort entre la croyance, et du coup le sel aussi se retrouve dans beaucoup de religions, beaucoup de croyances, beaucoup de pratiques, avec cette valeur-là symbolique de créer une séparation. Et cette question de la croyance qu'on a dans la frontière est très intéressante, et je l'ai rencontrée également dans l'étude d'une sorte de frontière assez étonnante qui s'appelle, c'est dans la religion juive, je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'érouve. L'érouve, en fait, c'est... Alors, comment expliquer ? Le jour de Shabbat, les juifs ne peuvent pas sortir à l'extérieur du domaine privé, et donc ce qui est quand même assez contraignant. Et en fait, pour ça... le domaine privé peut être donc la maison, l'enceinte du jardin ou l'enceinte d'une ville fortifiée. Donc par exemple une vieille ville avec des frontières, ça marche. Et en fait, l'érouve est une ligne, un câble, comme un fil électrique, mais qui est purement symbolique et qui étend le cercle intime à la ville. Et c'est-à-dire que si un jour l'érouve est cassée et que cette continuité est brisée, on ne peut pas, les Juifs ne peuvent pas sortir parce qu'il y a cette frontière. Alors que c'est juste un fil qui marque symboliquement une frontière. Et c'est ce symbole-là qui fait qu'à un moment, on va s'autoriser ou s'interdire un déplacement. Et je trouve ça assez intéressant de voir que c'est uniquement cette croyance qui fait qu'on adhère à une interdiction et qu'on obéit à une sorte d'ordre plus ou moins établi. Donc voilà, mais en tout cas, oui, ta réaction est très juste aussi sur le sel. Oui. Non ? Alors, si vous n'avez pas de questions sur ça, je vais passer maintenant à vous expliquer le projet pourquoi je suis là, qui est aussi toute une autre histoire. Alors pour ce projet, étonnamment, je me suis totalement détachée de la question territoriale pour m'intéresser à un autre type de passage, à une autre limite à franchir, qui est celle de l'au-delà et celle de la mort et de la pratique funéraire et mortuaire. Alors en fait, c'est le projet dont je vous parlais tout à l'heure pour le Centre de conservation et de restauration du patrimoine mobilier corse de Calvi a ouvert une résidence artistique dans le but de concevoir des expositions d'art contemporain qui dialoguent avec les missions de conservation que porte le centre. Donc pour cela, je leur ai proposé un projet qui se base sur une pièce de théâtre de Laurent Godet qui s'appelle « Cendres sur les mains ». Et en fait, c'est vraiment la lecture de ce texte-là qui m'a donné envie de réfléchir et de créer l'installation dont je vais vous parler. En fait, dans cette pièce de théâtre de Laurent Godet, ça se passe dans un climat de guerre où il y a 3 personnages principaux, 2 fossoyeurs qui brûlent des corps. Donc il y a un charnier et puis ils font ça, ils brûlent les corps. Et à un moment, il y a une rescapée qui surgit dans leur quotidien et qui, elle, va passer son temps avec les corps des siens et qui va essayer au fur et à mesure de les remettre droit, de les rhabiller, de leur fermer les yeux, en fait d'avoir des attentions de rite funéraire sur eux pour leur redonner une dignité et pour s'en souvenir. Ce qu'elle essaye de faire, c'est les apprendre par cœur avec les mains, en les caressant, essayer de garder une trace de leur mémoire, de leur passage et de leur disparition. Et ces gestes-là m'ont beaucoup intéressée parce qu'il me semble que ce sont des gestes assez primaires, purement symboliques, encore une fois, mais qui marquent l'accompagnement d'un passage, l'accompagnement vers un au-delà, et une des étapes de tout rite funéraire de toute époque. Et donc en parallèle de ça, on a les 2 fossoyeurs qui, au début, qui dialoguent tous les deux, et qui au début ont des problématiques, ont des questionnements qui sont très ancrés dans leur quotidien, de qu'est-ce que
on a des ampoules au doigt, on en a marre, cette cendre nous étouffe. Et au fur et à mesure, leurs questionnements vont être de plus en plus existentiels. Ils vont se demander, mais est-ce que finalement on n'est pas coupable de quelque chose, parce que cette cendre, elle nous ronge, on l'a sur la peau, elle nous provoque des démangeaisons. Et en fait, au fur et à mesure de la pièce de théâtre, ils vont être de plus en plus rongés par des maladies provoquées par leur environnement, mais qui sont symboliquement aussi, ils sont rongés par cette culpabilité dont ils prennent conscience aussi au contact de la rescapée, et qui vont les amener dans une sorte de mort et d'agonie assez terrifiante. Et en fait, la dernière pensée, la dernière chose qu'ils ont à demander, ils demandent à la rescapée de venir sur eux faire les gestes qu'a fait avec les autres morts de la fosse, de venir les accompagner, en fait, d'avoir cette présence, cette gentillesse, cette tendresse dans les gestes pour essayer de leur faire passer cette présence terrifiante de la mort qui arrive et ce froid qui commence à les posséder totalement. Et en fait, cette rescapée refuse ces gestes-là en leur disant « Vous avez fait disparaître tout le reste, je n'aurai pas de geste pour vous ». Et ce geste-là, déjà, est important parce qu'il prouve une sorte de rejet de quelqu'un. Donc, en fait, dans les rites funéraires, il y a vraiment ce rapport de reconnaître l'existence de quelqu'un en lui accordant des soins, en lui accordant une mémoire, des rites. Et le fait de le refuser, c'est déjà le mettre dans un autre espace, de le rejeter. Comme par exemple, c'est un peu la problématique de Antigone de Jean Anouilh, cette question du rite funéraire, de qu'est-ce que je laisse périr, comment. Et dans beaucoup de cultures d'ailleurs, le fait de refuser le rite funéraire est une punition. La pire punition qu'on puisse avoir dans une communauté, c'est d'être laissé comme ça dans la rue. Et d'ailleurs, un des premiers pas de l'humanité, c'est justement de s'occuper des morts et de prodiguer, c'est ce qui nous rattache aussi à une sorte d'humanité ou de reconnaissance de l'autre comme soi. Enfin bref. Donc voilà, grosso modo, l'histoire et l'ambiance du texte avec les matériaux. Et donc en fait, moi, ce que je voulais, c'était donc de travailler, ou en tout cas de réfléchir à cette question du geste, des gestes qu'elle a rescapés, d'attention, de soins et tout ça. Et en fait, l'idée de base, c'était de créer des visages en savon qui soient créés sur des crânes en faïence. Donc l'ambition, c'était en fait, de réutiliser, comme je disais, que les matériaux sont toujours assez importants dans ma manière de penser mes projets, c'est que je voulais réutiliser les matériaux du texte, à savoir la cendre qui les salit, le savon avec lequel ils essayent de se laver, parce que pendant toute la pièce, ils essayent de se frotter avec du savon, mais ça ne les lave pas de l'intérieur de leur culpabilité. Et donc, de créer un savon à base de cendre, donc parce que c'était une technique ancestrale aussi de faire du savon à partir de cendre, ça se faisait depuis l'Antiquité, voire même bien avant. Et donc, je voulais essayer de réutiliser cette technique, de transformer ce qui salit en ce qui lave, et aussi en mettant de la chaux dedans. Enfin bon, c'était tout un processus. Et donc, en fait, que ces visages en savon, de les mettre à la disposition des visiteurs, et qu'en fait, les personnes qui viennent dans l'exposition puissent, avec de l'eau, venir laver ces visages, se laver les mains, enfin, qu'il y ait une sorte d'interaction entre des gestes, et que finalement, ils rejouent les gestes que fait la rescapée, de toucher un corps à l'agonie, et en fait... d'accorder ou de ne pas accorder ces gestes, parce qu'évidemment quand on propose ce genre d'expérience dans une exposition, on ne sait jamais si les visiteurs vont toucher parce que c'est une proposition, ou alors respecter cette règle curatoriale de base de ne pas toucher, de rester loin des sculptures. Et ça m'intéressait aussi de jouer avec cet interdit qu'on a le droit pour une fois de braver, de vraiment non seulement toucher les œuvres, et en plus de les faire disparaître, parce qu'au fur et à mesure des visiteurs et des gestes qu'on va faire sur ces sculptures-là, les visages vont peu à peu disparaître, se dissoudre, s'oublier, et jusqu'à ce qu'on arrive à donc les crânes qui sont à l'intérieur avec cette essence, presque la vanité on finira tous ce crâne qui en plus est un crâne en terre. Là, je vous ai mis quelques images du processus de création des crânes. Bon, c'est juste une question technique. Donc, c'est des crânes que j'ai fait en faïence à partir d'un moule que j'ai ensuite resculpté, donc j'en avais fait toute une série.
Mais l'idée, c'est quand même que j'ai fait au total 6 crânes et puis 4 sculptures de visage. Mais pour l'exposition, il y aura deux sculptures de présenter à la fois, parce que ces 2 sculptures représentent évidemment les fossoyeurs qui sont à ce moment de transition, à ce moment d'agonie et qui demandent des gestes. Est-ce qu'on va leur accorder ou pas ça? Donc voilà, j'ai mis aussi quelques images de tout le procédé de recherche des matériaux. Donc j'ai notamment travaillé avec un chimiste, avec des savonniers pour trouver la recette magique du savon fait à partir de cendres que je n'ai pas tout à fait trouvé, parce qu'en fait j'arrivais à un savon noir, un savon mou, et j'ai essayé de trouver une manière pour faire du savon dur qui puisse être sculptable. Donc voilà, mais en tout cas ça a été dans ma démarche de partir vraiment des matériaux de base et d'essayer de les transformer pour faire cette matière de sculpture qui ait tout son sens et qui ne soit pas juste un moyen technique de réaliser une forme. Et alors dans la manière aussi dont j'ai sculpté les visages, j'ai utilisé une technique de surmodelage, donc c'est-à-dire que je suis partie du crâne, donc qu'on voit sur l'image en haut à gauche. Et ensuite, avec des blocs de savon que j'avais fait, le savon était frais et je venais surmodeler. Et en fait, il se trouve que le surmodelage de crâne est une pratique funéraire aussi, très ancienne, assez... alors plus ou moins... Enfin, les anthropologues savent plus ou moins d'où ça vient, mais en tout cas, c'est ce geste de partir d'un crâne sec et d'essayer de reconstruire un visage, d'essayer de reconstituer une mémoire ou une figure, c'est une pratique, en tout cas, qui s'est fait et qui, dans certaines parties du monde, se fait encore, mais quand même pas beaucoup. Je trouvais ça aussi intéressant que rien que dans le processus de sculpture et dans la technique que je vais développer, ça rejoue aussi, ça réactive des gestes de recomposer un visage, recomposer une mémoire. Alors l'idée aussi, c'était ces visages en savon, évidemment, avec l'eau pour les dissoudre. Et ce que je voulais, c'était de les présenter dans des drapés en faïence qui soient à la fois qui évoquent le linceul, et puis vu que ce sont que des visages, moi ça m'évoquait aussi les peintures de Géricault, les têtes de suppliciés, ou ces têtes dans des linges, en fait, ces têtes de condamnés à mort qui ont été décapités. Et voilà, évidemment, ça fait écho à la notion de culpabilité et tout ça. Mais donc je voulais que ces drapés en faïence qui évoquent le linceul soient autour, présentent les pièces et en plus aient une valeur utilitaire, servent de lavabo. Donc vu que le système d'eau sera inclus dans le socle et dans la sculpture, c'est ce qui permet d'accueillir l'eau et puis de la faire évacuer sereinement. Et donc ce sont des pièces que j'ai essayé de faire plusieurs techniques. Donc ça, ce sont des pièces que j'avais réalisées pendant ma résidence à Calvi, donc de septembre à décembre. Donc j'avais essayé les plaques drapées et la sculpture. Et il se trouve que les résultats des pièces que j'avais fait là-bas n'étaient pas très convaincantes. Et donc d'où ma présence ici pour refaire et améliorer ces drapés. Donc ces linceuls qui servent de présentation et d'évacuation de l'eau. Avec à la fin l'idée, ça c'est une tentative de mise en espace, mais dans l'idée c'est ça, ce sera que les visages sont dans les drapés blancs sur des socles dans l'espace d'exposition. Donc voilà, et puis alors ils seront évidemment entourés de paravents qui évoqueront des paravents médicaux et sur lesquels seront écrits les fragments de texte et dialogues entre les fossoyeurs qui permettra aux visiteurs, en fait, d'avant de rentrer, de pénétrer dans l'espace intérieur, parce que je voulais vraiment que ces sculptures soient dans un endroit clos et qu'on rentre comme on rentrerait dans un funérarium ou dans un espace mortuaire plus intime que juste dans une expo comme ça. Et donc voilà, ces paravents, donc on pourra lire les textes et les réflexions, enfin des fragments de réflexion de ces fossoyeurs qui les emmènent en fait à cette situation d'agonie et qui nous pose la question à nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ces gestes? Est-ce qu'on leur refuse? Quelle distance, quelle proximité on va conserver avec les œuvres? Donc voilà en gros pour cette installation et pour le projet que je réalise ici.
Donc ça, c'est le projet que j'avais proposé au centre pour ma candidature. Et il se trouve qu'une fois que je suis arrivée en résidence, donc du coup, la résidence durait 3 mois, donc de septembre à décembre 2020, le centre a voulu intégrer, parce que l'idée c'était que je conçoive une exposition complète, donc ça c'était une partie, et ils ont voulu faire un lien avec un objet de patrimoine. Et donc en fait, l'idée c'était que j'intègre dans la conception de l'exposition, et donc en lien avec ces pièces de ces visages en savon, un Christ articulé du fin du XVIIe siècle, une sculpture en bois génoise, donc c'est lui, qui est donc un Christ de procession articulé, c'est-à-dire que en Corse, les processions se font encore beaucoup. Et donc chaque année, la paroisse de Santa Reparat le sort, et les gens sont amenés à le toucher, à lui embrasser les pieds, et puis il le transporte d'un endroit à un autre, et donc ses bras étant articulés, il le crucifie, et puis il le descend. Enfin, il y a toute une sorte de mise en scène de la mort du Christ et du traitement du gisant qui était hyper intéressante et qui allait totalement en écho avec ce que moi j'essayais de mettre en place avec le rapport au geste, à l'attention portée, au geste funéraire, voilà. Et donc du coup, en plus, il se trouve que ce Christ en particulier a été restauré en même temps que ma résidence. Et donc mon ambition, c'était de créer une exposition qui fasse le lien entre donc le texte, la pièce de théâtre de Laurent Godet, ce Christ, la pratique de conservation, les gestes de la rescapée, en fait, de faire en sorte que tout cet univers se tisse et se lie. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai réalisé une vidéo. Alors, j'ai pas pris d'extrait de la vidéo, mais en fait, j'ai filmé toutes les étapes de la restauration, donc de ce Christ-là, qui ont été faites par une restauratrice marseillaise qui s'appelle Anaïs Le Chat. J'ai filmé de manière un peu documentaire, mais dans le montage du film, j'ai fait en sorte que, à la fois, on assiste à la restauration d'un objet de patrimoine qui est en train d'être abîmé, de disparaître, mais que ça fasse écho, évidemment, à la pratique de la toilette mortuaire. Du fait de laver un corps, de lui redonner une sorte d'apparence, de lui redonner une dignité ou cette figure qu'on préfère le voir. Et donc, il y avait ce lien entre de laver un gisant, de le réparer, de le remettre en état que je trouvais assez cohérent. Donc ce film-là, qui dure une 12aine de minutes et qui s'appelle « Mes mains s'en souviennent », qui est aussi le titre de l'exposition, essaie de mettre ces deux choses en perspective. Et dans cette même ambition de mettre plusieurs choses en perspective comme ça, je suis partie en mission pour repérer des objets patrimoniaux corses abîmés. Et l'idée, c'était que je fasse un travail de photographie documentaire presque de pièces, ou en tout cas de sculptures, de corps ou de Christ, tout ça, en état de délabrement. Enfin, en fait, parce qu'il y a cette idée qu'il y a un patrimoine qui est en train de s'abîmer, en train de disparaître, comme les corps de la fosse dans le texte. Il y a cette mémoire-là qui est en train de disparaître, et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la restaure? Est-ce qu'on la conserve? Enfin, voilà. Donc, pour moi, il y avait aussi un lien assez fort entre ces deux disciplines. Et donc je suis partie photographier, donc j'ai trouvé plusieurs Christ, et l'idée c'était de faire des cadrages plus ou moins proches, où on voit justement le bois qui s'écaille, la peinture qui pète, le fait qu'il soit sali par le temps, par de la cire parfois. Et donc en fait j'ai fait toute une série de photographies, il y en a 61 au total, qui seront accrochées, qui recouvriront 3 ou 4 murs. Et l'idée, c'est qu'il y ait cette accumulation-là qui fasse penser aussi au charnier, à la fosse, à tous ces corps qui sont abîmés, qui sont tordus, qui sont mis en tas, comme ça, et ce dont parle la rescapée. Et pour qu'on comprenne un peu ce lien-là qu'il y a entre ces sculptures du patrimoine et la fosse que j'essaie d'évoquer dans l'installation, j'ai fait un travail sonore aussi avec une comédienne
qui s'appelle Lauriane Goyet, qui est une comédienne qui habite en Corse, et qui en fait, elle a interprété le texte de la rescapée. Donc tout ce que dit la rescapée, le rapport au corps, ce qu'elle ressent quand elle arrive et qu'elle voit tous ces tas et le travail qu'elle essaye de faire, de s'oublier soi-même pour garder la mémoire de ceux qui sont en train de disparaître, pour devenir le symbole presque d'une mémoire collective. Donc il y a une voix féminine donc, qui interprète ce rôle-là, qui est présent dans l'exposition, enfin qui sera présent dans l'exposition. Et donc à la fois on entend cette rescapée qui nous raconte la fosse, et on est face à ces sculptures de patrimoine abîmées. Et après on arrive devant la vidéo où justement une sculpture est réparée, jusqu'à ce qu'on arrive au Christ qui lui est totalement neuf. Enfin voilà, il y a ce parcours aussi que j'ai essayé de concevoir pour tisser en fait entre pratiques contemporaines et puis les ambitions du centre de conservation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus sur le charnier? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez des questions là-dessus Oui. Par rapport à ce Christ, oui. Est-ce qu'on t'a vraiment imposé de le mettre dans l'exposition ou est-ce qu'on te l'a proposé? Alors, en fait, avant que j'arrive, on me l'a proposé. J'avais reçu des images et j'avais dit, vu que j'étais quand même dans mes idées, ça va pas être simple de l'inclure dans l'exposition, on verra. Et le jour où je suis arrivée, on me l'a fortement conseillé. Et donc en soi, on me l'a pas vraiment imposé. Ça veut dire que je pense que si j'avais vraiment dit non, ça rentre pas, rien à voir, j'aurais pu refuser. Mais en fait, en discutant sur ce Christ, ça m'a un peu sauté aux yeux qu'il y avait tellement d'échos et tellement de possibilités de faire des liens, parce que c'est un gisant, il y a un rapport au geste qui était... qu'en fait, je me suis dit, non, évidemment, il faut qu'il soit présent et il faut trouver une manière de le valoriser et que ça crée une réflexion un peu plus large sur les objets et leur devenir aussi, finalement. C'est ça la question du patrimoine, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qui est en train de disparaître, de cette mémoire. Donc on ne me l'a pas vraiment imposé, mais voilà, c'est pas moi qui suis allée le chercher non plus. Ça a été on va dire que ça a été un peu un commun accord avec le centre, qui voilà, en plus a une valeur de promouvoir le patrimoine. Ils sont pas forcément censés faire une résidence d'art contemporain. Donc voilà, c'était aussi pour faire ce lien-là qui était très intéressant aussi et qui voilà. Vas-y. Du coup, les petits Christ, je sais pas est-ce qu'il y a que des petits Christ et du coup, comment tu faisais pour aller les chercher? Tu allais dans le centre ou tu as essayé d'aller à l'extérieur, voir des gens, d'autres musées? Alors, en fait, déjà, donc j'ai pris en photo des Christ qui étaient en réserve, qui étaient déjà, en fait, le centre de conservation fait de la prévention et aussi des fois il récupère des pièces pour les stocker à l'abri. Donc en fait dans la réserve il y avait déjà quelques Christ qui étaient dans des bons états. Donc j'ai pris en photo ceux-là et après j'ai eu la chance d'être mis en lien avec un chercheur en patrimoine du centre qui en fait nous a emmenés en mission et nous a fait visiter beaucoup d'églises de la région, parce qu'en fait la plupart des églises sont fermées au public et même fermées tout court. Et donc lui il connaissait tous les lieux et tout ça, et donc il m'a emmené faire un tour de la région, visiter plein d'églises pour trouver. J'ai d'abord fait du repérage de sculptures qui m'intéressaient. Et après, j'y suis retournée pour vraiment les prendre en photo. Mais au total, il n'y a pas tant, sur les 60 images, il n'y a pas tant de sculptures représentées. Il y a plusieurs angles pris d'une même sculpture. Et il y a des Christ et il y a deux Saintes Thérèse et une Sainte Apolline. Donc voilà, il y a aussi des sculptures féminines. Mais c'est un peu moins évident, vu qu'en général, c'est des sculptures qui sont très habillées, on voit moins le rapport au corps, au gisant et tout ça. Donc voilà, donc ça a été un peu les deux, dans la réserve et puis à l'extérieur. Voilà. Alors là je vais revenir plutôt à ta pièce avec les crânes. C'est une question un peu bête, mais est-ce que du coup avec le Covid, le centre autorise justement une pièce tactile?
Ou est-ce que justement, vu que le fait qu'il y ait du savon, ça a un peu un lien de se laver les mains? Alors, c'est encore une remarque très intéressante parce que c'est pas du tout un projet qui a été fait en rapport avec le Covid, parce qu'à l'époque où je l'ai pensé, ça n'existait pas du tout. Mais évidemment, la pandémie arrivant, ça a pris toute une autre tournure. Et j'ai trouvé ça assez dingue que ça prenait un sens différent de se laver les mains avec des cadavres. Forcément, il y a un truc qui est un peu dans l'actualité. Mais c'était pas, en tout cas, moi, c'était pas l'idée de base, forcément. Et après, pour l'instant, le centre est d'accord avec l'idée de présenter cette pièce. De toute manière, moi, c'est le fondement de cette pièce, c'est qu'elle puisse être touchée. Donc si on lui enlève ça, on rate quand même le principe même de l'installation. Parce qu'en plus, je leur avais proposé, vu que c'est un centre de conservation du patrimoine, l'intérêt c'était de leur proposer quelque chose qui justement se détruit et qui, du coup, fait un peu miroir avec ce qu'eux, ils cherchent à faire. Après, effectivement, c'est du savon, donc on est censé se laver les mains pour se les désinfecter avec du savon, donc ça pose pas vraiment de problème. Après, peut-être que ça posera un problème, peut-être que les visiteurs, eux, ne se sentiront pas de toucher ou quoi, mais en tout cas, pour l'instant, on est d'accord que ça pourra être présenté tel quel et que c'est... Après, j'espère qu'au dernier moment, on va pas saboter le fondement du projet, mais en tout cas, pour l'instant, c'est prévu que ce soit utilisable. Voilà, on croise les doigts. Ok, et puis si vous avez d'autres questions, même plus générales, sur les autres projets ou sur mon parcours, n'hésitez pas à... J'espère que je ne vous ai pas trop noyé avec beaucoup d'informations, là ça allait peut-être un peu vite, mais... Est-ce que dans la suite de tes questionnements justement autour de cette frontière et là maintenant cette frontière entre la vie et la mort, est-ce que tu comptes continuer sur cette idée de la vie et de la mort ou revenir après ultérieurement sur le retour au territoire vraiment Oui. Comme au début de ta pratique finalement? Est-ce que c'est une parenthèse ou est-ce que c'est une évolution qui va continuer après ce projet du coup? Oui, je sais pas si je suis bien clair. Si, c'est très clair et c'est très intéressant comme question. En fait, j'avoue que c'était pas du tout prévu comme revirement de problématique, mais là, en fait, je pense que c'est plutôt une évolution. Alors, évidemment, je serai toujours plus ou moins proche des questions de territoire et je ne vais pas faire essentiellement dans le rite funéraire, mais là, tous les projets qui commencent à naître et où j'ai envie de les prolonger sont en rapport plutôt avec les rites funéraires et à cette question que j'ai pas encore finie. En fait, je me suis retrouvée dans ce champ de recherche qui est immense et extrêmement intéressant, et du coup à chaque fois qu'on se retrouve face à un nouveau sujet de recherche, on est là, ça donne envie de faire plein de choses. Donc là, j'avoue que c'est le début de nouveaux projets dans cette valeur-là. Mais après, évidemment, je pense qu'en fait les deux sont liés d'une certaine manière. Comme comme disait ta camarade sur ma première install dont je vous ai proposé, que je vous ai présenté, qui en fait ressemble à des petites tombes. En fait, finalement, il y a des échos qui se créent, il y a des retours qui se font et qui sont assez cohérents. Mais donc voilà, je pense que je vais un peu continuer pendant un petit moment, et puis après peut-être que ça reviendra. Peut-être que je travaillerai sur encore autre chose. On est tout le temps en train d'évoluer et de se surprendre avec des nouveaux travaux de recherche. Mais... Enfin, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai à peu près fait le tour, il me semble. Voilà. Puis même si vous avez d'autres questions après, je serai à l'atelier céramique pendant encore un moment, donc n'hésitez pas à venir discuter même de vos projets aussi. C'est toujours intéressant d'avoir un point de vue un peu général. Voilà. Bon, très bien. Merci d'être venus, si nombreux.